Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce deuxième plateau d'Agriculture et vous. Merci de nous rejoindre. Nous sommes en direct de Charolles, dans les locaux de notre partenaire ASBFC, donc un centre comptable, expertise fiscale. J'ai à mes côtés Marine Séclair, éleveuse, présidente des jeunes agriculteurs de Saône-et-Loire, Pierre Berthier, le maire de Charolles, et André Acari, le président du département. J'en profite d'ailleurs justement pour remercier tous nos partenaires, donc le conseil départemental, Groupama, Crédit Agricole, la Chambre d'agriculture, la FDSEA et les JA de Saône-et-Loire, SEIC Imprimerie, Interbev Bourgogne, Franche-Comté et les AOP gourmandes de Saône-et-Loire. On est ici donc tous ensemble pour parler d'agriculture, de viticulture de façon positive et nous sommes le 16 juillet en fait. Aujourd'hui on devait voir des belles montgolfières voler puisque c'est le championnat de France des montgolfières et donc je vous propose plutôt de regarder un joli clip dessus. Alors je suis Maurice Varel, je suis le président du comité d'organisation du championnat de France des montgolfières qui va se dérouler sur le Grand Charolais. Notre histoire elle a commencé un jour autour d'une bonne côte de bœuf avec des passionnés de montgolfières. Et il y en a un, on ne sait pas qui, mais qui a dit « et si on organisait les prochains championnats de France des montgolfières ?» Il y a eu un grand blanc, personne n'a relevé. Et puis, le lendemain, on a dit pourquoi pas. Et on a présenté notre projet aux élus, et notamment à la communauté de communes du Grand Charolais. Et tout de suite, ils ont dit oui, et là, on ne pouvait plus reculer. Sur le principe, c'est relativement simple. C'est-à-dire que le directeur des vols donne un point à atteindre. Et puis à partir de là, il y a un certain nombre d'épreuves, sensiblement sur le même principe, qui peuvent se greffer. Donc on va retrouver une cinquantaine de ballons dans le ciel du Grand Charolais. Je suis pilote depuis 20 ans et voilà 20 ans que je survole notre région. Une région très caractéristique avec ses bocages, ses haies. J'ai la chance de faire des vols régulièrement ici, de pouvoir emmener des gens locaux et aussi des touristes qui à chaque fois sont très impressionnés par tout ce territoire qui est toujours très préservé. Donc cette année, j'ai la chance d'être le pilote en compétition de la montgolfière du département Route 71. Et c'est un formidable outil de communication qui va pouvoir s'exporter. L'idée est de le faire voler un petit peu partout pour mettre en avant nos beaux paysages. Alors de retour sur le plateau donc avec nous Pierre Berthier, maire de Charolles. Bonjour monsieur le maire, merci de nous accueillir sur votre belle commune. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots votre commune et la campagne avoisinante ? Bonjour, oui bien sûr, je vais faire avec plaisir d'abord vous souhaiter la bienvenue sur ma commune. Bienvenue à Charolles. Alors Charolles, capitale du Charolais. Charolles, berceau de la race. Charolles est chef-lieu de canton, chef-lieu d'arrondissement. Charolles fait partie aussi de la communauté de communes Le Grand Charolais. Alors, parler de Charolles en quelques minutes, c'est un peu difficile, mais je vais tâcher d'être aussi bref que précis. Surtout, si vous voulez, je voudrais donner l'envie aux personnes qui nous regardent, l'envie de venir ou de revenir et pour découvrir notre ville. Alors, à Charolles, on peut y venir pour plein de raisons. Alors, bien sûr, aujourd'hui, on pourrait parler un peu plus de l'agriculture. Mais à Charolles, il y a aussi il y a la culture aussi. Elle est présente avec des musées. Vous pouvez trouver le musée de la faïence. Nous avons le même musée abrite le musée de la faïence, les œuvres de peinture de Jean Laronze, les œuvres de sculpture de René Davoine, qui est un sculpteur charolais renommé. Vous pouvez venir à Charolles pour l'histoire. Charolles est une très vieille ville qui a vu sa naissance en l'an 900, donc il y a beaucoup à dire sur l'histoire de Charolles. On peut y venir pour la gastronomie. Mais on peut y venir simplement pour se balader dans les rues. Charolles, il y a deux rivières et un canal qui traverse la cité. Donc nous avons un peu plus de 25 ponts et passerelles, d'où son surnom de Petite Venise charolaise. Venise. Très bien, vous avez parlé que Charolles rimait avec Charolais. Il y a plusieurs races de Charolais. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit mot ? Oui, alors effectivement, Charolles est plus connu pour la race bovine, mais il ne faut pas oublier le mouton charolais.
la poule charolaise. Oui. Donc ça, c'est aussi très important de les mettre à l'honneur. Moins connues, mais elles sont effectivement tout aussi importantes. Vous accueillez beaucoup d'entreprises, d'organisations agricoles. Vous faites beaucoup d'événements. Est-ce que vous pouvez nous dire justement quels sont les principaux? Alors, les grands événements qui se déroulent à Charolles, donc on va commencer, il y a les ventes, on va commencer par parler des moutons pour une fois. Les moutons ils font deux grandes manifestations dans l'année, avec des ventes aux enchères qui se déroulent dans le parc d'exposition tout à côté, des ventes aux enchères internationales avec des moyens modernes en visioconférence. Voilà, aujourd'hui on en est là. Et donc ce sont deux belles manifestations. Bien sûr, les bovins sont très présents le 11 novembre avec le marché des reproducteurs, la foire des reproducteurs qui existe depuis des décennies. Et puis la plus belle des manifestations, c'est le Festival du Bœuf qui se déroule le premier week-end de décembre chaque année, depuis bientôt 25 ans. Ce Festival du Bœuf, alors bien sûr, on parle de Festival du Bœuf, donc on voudrait penser, ou ça laisserait penser que c'est uniquement pour les agriculteurs, mais non, c'est une très belle manifestation qui est ouverte au grand public. Et ça fonctionne, depuis 25 ans, c'est un vrai succès. Donc il y a 700 animaux de boucherie, dont les acheteurs viennent de la France entière. Et donc ces animaux qui repartent dans les différentes boucheries sont d'excellents ambassadeurs pour notre territoire et pour notre race. Et il y a plein d'animations autour, un concours de vitrine de viande d'excellence. Et on a justement David Pierre, le président de la Société d'agriculture de Charolles, qui viendra nous en parler un petit peu plus tard dans un autre plateau. Je vous propose pour le moment de voir tout de suite une vidéo de votre collègue confrère du président du président de la communauté de communes du Grand Charolais, monsieur Gérald Gorda. Bienvenue cet après-midi à Charolles. Charolles au cœur du Grand Charolais, qui est évidemment le berceau de la race charolaise. Alors évidemment, l'agriculture tient une place essentielle pour l'activité économique, puisque ça concerne un grand nombre d'actifs en direct et en indirect, qui permet de faire de la transformation, même si nous avons encore des vraies marges de progrès sur la transformation, qui permet aussi de faire de la commercialisation, mais qui permet aussi de faire tourner toute une économie, notamment touristique, qui vit en lien avec l'agriculture. Et le Grand Charolais souhaite s'impliquer aux côtés du monde agricole. Alors bien évidemment, ce n'est pas sa compétence en direct, mais il souhaite le faire de manière volontaire, notamment en l'accompagnant sur un certain nombre de dispositifs ou de soutien. Je pense par exemple, c'est quelque chose de très simple, mais qui a rendu un grand service les 2 derniers étés, c'est nous transformons la totalité des végétaux qui arrivent dans les déchetteries intercommunales en broyat, qu'on nous mette à disposition gratuitement du monde agricole pour permettre de faire des litières pour les animaux et d'éviter, en tout cas d'économiser une quantité de paille non négligeable. Cet accompagnement a été très apprécié du monde agricole. Nous avons lancé un plan alimentaire territorial il y a maintenant 2 ans, avec une ambition bien claire, ne pas faire d'idéologie, être dans le pragmatisme. Ça veut dire trouver des actions, trouver des accompagnements qui permettent aux agriculteurs de vivre de leur production, qui permettent aux structures, notamment collectives, de pouvoir travailler avec le monde agricole, qui permettent à tout le monde de bénéficier, consommateurs comme professionnels, de cet écosystème bienveillant. On accompagne aussi les jeunes sur un certain nombre de dispositifs. L'idée, c'est de travailler avec l'ensemble des établissements scolaires, notamment de notre territoire. Je pense au lycée, mais aussi à des formations post-bac, pour aussi créer un vivier qui permette à la fois d'alimenter le monde agricole, puisque c'est la thématique aussi, mais de manière plus générale, d'arriver à accompagner les jeunes pour qu'ils viennent investir sur le territoire, qu'ils viennent s'implanter, s'impliquer dans le territoire économiquement, et qu'on participe aussi à un développement démographique, qu'on participe à un développement économique, et que nos jeunes se trouvent bien ici en Charolais. On n'est pas effectivement aux portes des grandes villes, mais on n'est quand même pas si loin que ça. On peut trouver ici une qualité de vie et en même temps des services adaptés. Et je pense que c'est une action particulière vis-à-vis des jeunes qu'on aura menée pour cette qualité de vie, en tout cas pour cet attrait dans notre territoire. Merci beaucoup à Monsieur Gorda. Monsieur Berthier, dernière petite question. Qu'est-ce que vous avez envie de manger là à l'instant ? Une bonne entrecôte. Ah, une bonne entrecôte. Parce que, en fait, pour rien vous cacher, ils n'ont pas encore mangé, donc on va vite les libérer après pour qu'ils puissent justement manger une bonne entrecôte. Marine, une petite faim aussi ? Une petite aussi. Ah, et alors, quelle direction on prend ? L'entrecôte, c'est parfait. L'entrecôte aussi. Eh ben alors, on a que des bonnes viandes ici à Charolles de toute façon. Donc, vous êtes éleveuse à Blaneau, Oui. en agriculture biologique.
et vous faites de la vente directe. Oui. Voilà, vous êtes aussi présidente des jeunes agriculteurs de Saône-et-Loire. Voilà. Ma première question, pourquoi avoir choisi ce métier d'éleveuse ? Parce que j'adore les animaux et puis je trouvais que ce métier est magnifique. Donc je suis partie dans cette direction. J'ai pu découvrir ça avec des collègues et j'ai pris mon envol dans ce département. Super. Vous êtes présidente donc des jeunes agriculteurs. Vous aidez beaucoup d'autres jeunes justement à s'installer. Quel est un petit peu le parcours type ? Qui sont-ils ? Combien de jeunes s'installent en Saône-et-Loire ? Alors il y a de moins en moins de parcours type. Les jeunes, il y en a à peu près une centaine qui s'installent par an avec les aides. Et on doit y en avoir à peu près une centaine qui s'installent aussi sans les aides. Près d'un jeune sur deux est non issu du milieu agricole, donc c'est vrai que ça bouge et ça change. Environ 35% de femmes. Et ensuite, ça s'installe de plus en plus tard. Ça arrive à la trentaine maintenant. Donc ça veut dire que les jeunes ont envie de voir ailleurs, ils essayent des choses et puis reviennent sur la terre ensuite. Donc en fait, tout le monde a sa chance pour s'installer à n'importe quel âge, n'importe quel profil, du moment qu'il y a une passion latente qui peut être derrière. Super. Justement, par rapport, il y a peut-être moins de profils d'agriculteurs, de fils d'agriculteurs ou de filles d'agriculteurs, justement dans les nouvelles tendances, quels sont les conseils, les parcours, quels sont les pièges à éviter que vous pensez, quels sont les conseils que vous pourriez donner justement à quelqu'un qui veut s'installer ? Les parcours sont de plus en plus différents. Après, le premier conseil qu'on donne aux jeunes, c'est vraiment l'expérience. Donc c'est d'aller voir, d'essayer et puis d'aller voir différents systèmes, de faire des stages, de faire des études et puis d'avancer son projet tranquillement. Et c'est... Et après, vous êtes là pour les accompagner comme d'autres On organisations. va être là pour leur expliquer le parcours qu'il y a à faire pour s'installer, les entourer, répondre à leurs questions et puis les aider en cas de problème aussi s'il y en a. C'est ça qui est rassurant, effectivement. Ils ne seront pas tout seuls face à leurs problèmes. Vous êtes à leur côté, comme la Chambre d'agriculture ou d'autres organisations. C'est une belle chance qu'on a dans ce métier-là, c'est qu'on est très bien entouré pour créer son entreprise et s'installer. Ouais. Merci beaucoup, Marine. Parole à André Acari, nouveau président du conseil département de Saône-et-Loire. Alors, nouvellement réélu. Félicitations. Pareil, première question, c'est quoi votre plat préféré ? Qu'est-ce que vous avez envie de manger là à l'instant T ? Je ne vais pas être original puisque ça sera le même qui a été proposé par mon voisin. Je crois que la maison du Charolais en sert à côté. Ça. Tout à fait. Une entrecôte, une bonne entrecôte. Alors on parle justement d'attractivité des métiers agricoles. On est là un petit peu pour donner envie à tout à chacun de devenir agriculteur. Mais autour de l'agriculture, il y a quand même aussi un département. Comment vous travaillez pour que l'agriculture et le département soient attractifs ? Bon, je commencerai tout d'abord par avoir une petite pensée pour tous les éleveurs qui sont aujourd'hui dans des problématiques d'inondation. D'autres départements ont été touchés. Aujourd'hui, c'est la Saône-et-Loire, donc j'ai une pensée pour eux, puisque aujourd'hui, on est sur une cote d'alerte, et ce qui, bien sûr, pose d'énormes problèmes pour l'ensemble des éleveurs de ce département, notamment toute la partie Saône de ce département. Alors, sur l'attractivité, c'est une question sur laquelle on travaille beaucoup. Alors bien sûr, l'attractivité, c'est mettre en avant finalement toutes les qualités et tout ce qui se fait de bien, c'est-à-dire en existant sur toute l'histoire, le patrimoine, mais pas que, sur les productions actuelles et notamment les productions agricoles. Donc évidemment, la collectivité départementale se repose dessus pour mettre en avant à l'extérieur, et on a choisi ça depuis maintenant 2 ans, où on fait une promotion du département en dehors de nos frontières départementales, c'est-à-dire évidemment sur les bassins très urbanisés comme la région parisienne ou la région lyonnaise, mais pas que, on va aussi à l'extérieur évidemment des frontières de ce territoire. Donc l'objectif, c'est vraiment de s'appuyer sur finalement la richesse de production de notre territoire qui est reconnue au niveau national, voire international. Et donc on a vraiment beaucoup besoin des agriculteurs, puisque ils sont sur des productions qui vraiment, on est parti sur de l'excellence, et c'est ce qu'on met. Et pour nous, la promotion est facile à faire, parce que faire de la promotion sur de l'excellence, c'est toujours intéressant. J'avoue que je suis utilisateur d'ailleurs de votre application Route 71 en tant qu'habitant de Saône-et-Loire pour trouver aussi les bons plans qu'il y a tout autour de chez nous. Malheureusement, vous en avez parlé, les affres du climat ne sont pas toujours gentils avec les agriculteurs. Ça fait
3 années de suite qu'il y avait eu des sécheresses. Cette année, c'est un gel historique au niveau des cultures. Nous, on pense aux pauvres arboriculteurs et puis un peu vignerons aussi, qui est notamment sur les chardonnays, les blancs. Comment vous aidez justement les agriculteurs à faire face, eux qui sont en première ligne face au changement climatique ? Alors même si ce n'est pas la compétence naturelle du département, de la collectivité départementale, on essaye en effet d'être à leur côté chaque fois qu'il y a une problématique climatique notamment, pour ne pas les laisser tomber. On n'oublie pas que dans ce territoire, c'est la production agricole, eh bien, on est dans un des territoires les plus agricoles de France. Donc ça concerne bien sûr tous les métiers de l'agriculture, mais pas que. Tous ceux qui aussi travaillent avec l'agriculture. Donc évidemment, quand on a rencontré cette problématique de sécheresse, qui a duré quand même 3 ans, on est intervenu. On est un peu sorti de nos compétences classiques du département, mais on voulait vraiment être à leur côté. On a dégagé une enveloppe de 13 millions d'euros sous un emprunt. Oui. C'est-à-dire les agriculteurs vont nous rembourser ensuite, mais dans des conditions, puisqu'on était sur des taux à 0. Mais c'était d'être présent au bon moment. Et puis la viticulture, voilà, le problème se repose sur un autre facteur, c'est le gel. Là aussi, on a voulu intervenir tout de suite, aux côtés de l'État, pas tout seul, bien sûr, mais aux côtés de l'État, pour en effet répondre, et en complément de ce que l'État fait, on essaye d'être là tout de suite, moralement, mais pas que. Là aussi sur notamment les problématiques urgentes financières, mais aussi sur un travail de fond pour l'avenir, notamment peut-être sur des pratiques à faire évoluer parce que le climat change. Donc là aussi, on va essayer de les accompagner. On a déjà un laboratoire qui les accompagne dans la recherche. Mais pas que, on va essayer aussi de les accompagner sur justement des nouvelles techniques. Voilà, les solutions viendront d'eux. Mais nous, on viendra en accompagnement. Super. Effectivement, on sait que vous êtes très présent aux côtés des agriculteurs, effectivement sur les parties organisation avec des laboratoires comme Agrivalis ou le Vitilab ou d'autres structures comme ça. Vous faites aussi beaucoup par rapport aux récupérations d'eau de pluie face à la sécheresse, aux plantations par rapport à la vigne. Mais si vous deviez rêver d'une agriculture future en Saône-et-Loire, outre les problèmes climatiques, qu'est-ce que vous aimeriez voir demain pour une belle agriculture, une belle viticulture de Saône-et-Loire ? Déjà, c'est ce que je vois aujourd'hui. C'est pas seulement dans le futur, c'est ce que je constate aujourd'hui. Je vous ai tout à l'heure parlé de produits d'excellence, mais c'est une manière, une façon de travailler. Nos agriculteurs en Saône-et-Loire, on leur a demandé, comme jamais on a demandé d'ailleurs à d'autres professions, un niveau d'adaptation continu et surtout perpétuel. Donc ils ont su le faire, ils le font chaque fois. Et je trouve que, alors on se gargarise entre guillemets de nos très beaux territoires, de la manière où nos paysages sont façonnés, on peut leur dire merci, parce que c'est parce qu'ils sont là aussi. Et donc, j'ai envie de dire, moi, l'agriculture de l'avenir, ou en tout cas la façon de travailler, je la constate aujourd'hui déjà. Alors bien sûr, le département continuera à les accompagner pour sans doute évoluer encore. On parlait du changement climatique, donc là, il faudra évidemment les accompagner. Mais déjà là, je trouve que ce qui est fait, c'est au-delà de mon rêve. C'est parfait. Alors on va justement voir quand même qu'il y a quelques défis à relever avec notamment le renouvellement des générations. Effectivement, les anciennes générations travaillaient très bien et justement maintenant il va falloir trouver des jeunes pour les installer. Marine, on sait quelque chose, on a quand même en face de nous une vague un petit peu conséquente de départ à la retraite. On a un gros chiffre, oui, on a 50% des personnes actives qui vont partir à la retraite dans les 10 années à venir, donc il y a un grand défi sur le renouvellement des générations. Ouais. Donc là, on va justement faire une belle publicité. Merci à vous trois. Je vous laisse aller manger votre entrecôte. Marine, je ne sais pas si c'est déjà mangé, mais sinon il y a une bonne entrecôte à la maison du Charolais. Tout de suite, donc, on se retrouve après une courte pause. Merci.
Alors, de retour en direct de Charolles, sur notre premier plateau en fait dédié à l'innovation. Donc, autour de moi, j'ai 4 nouveaux invités. Donc, honneur à Céline Poulain, viticultrice à Azé. J'ai Benoît Jany, j'allais dire Jany MT, mais parce que je suis tellement habitué à entendre parler de votre société, c'est pour ça. David Pierre de la Société d'agriculture de Charolles et Frédéric Papin, justement, de la maison du Charolais et de l'Institut où ils sont partis manger. Céline, je me tourne vers vous pour parler un petit peu de viticulture. Vous êtes viticultrice à Azé, donc voilà. Saint-Maurice-de-Satonnet, exactement. Saint-Maurice-de-Satonnet, mais à la cave. Mais coopératrice à la cave d'Azé, exact. Vous êtes aussi élue à la Chambre d'agriculture de Saône-et-Loire et notamment responsable du Vitilab. Alors, première question, quel est votre plat ou votre vin préféré déjà? Alors aujourd'hui, j'aimerais bien partager une côte de bœuf grillée. Et ça serait bien parce que ça ferait venir le soleil. Moi, j'accompagnerais bien quand même avec un petit verre de vin d'Azé. Avec un verre de vin de la cave d'Azé, évidemment. On est bien d'accord, il y a des très bons rouges, que ça soit en gamay ou légèrement pinotant. Pour faire un petit peu la transition avec nos premiers intervenants, pensez-vous que le métier de viticulteur est attirant pour les jeunes Bien sûr, attirant comme tout autre métier si on est intéressé par le monde végétal, mais pas que. La viticulture, c'est aussi le monde du vin en général, l'œnologie et aussi le matériel agricole. Et dans ce sens, on a des installations, comme en a parlé Marine déjà, et sur l'année 2020, on a entre 20 et 30 installations en viticulture, mais on a aussi besoin de main-d'œuvre. Et la main-d'œuvre qualifiée. Et cette main-d'œuvre qualifiée, elle peut être formée au pôle de Davaillé, essentiellement pour la Saône-et-Loire. Donc le pôle de Davaillé, c'est quoi? C'est ABC Campus Davaillé. Agrobiocampus. Voilà, Agrobiocampus Davaillé, nouvellement nommé, qui a un lycée avec des cursus pour les plus jeunes, évidemment, mais aussi qui propose des licences. Donc ça va de la 3e jusqu'à la licence, en passant par le BTS. On a aussi des cursus pour adultes, une CFPPA qui maintenant s'appelle Viticap Formation, et tout nouvellement la plateforme Viticonduite. Et cette plateforme Viticonduite offre des cursus pour tout type de public, et même féminin. Et on recherche pas mal de conducteurs de tracteurs d'ailleurs, c'est fait. quelque chose, si vous avez envie de vous faire des belles balades dans les vignes, faites une formation chez Viticonduite, voilà. Vous en ferez souvent. Vous l'avez, on l'a vu un petit peu malheureusement, vous avez gelé au mois d'avril là, avec des gelées un peu historiques où il y a eu des pertes, en tout cas on pense qu'il va y avoir des pertes au moment des vendanges. La vigne est justement une culture pérenne, vous êtes en première ligne en face du changement climatique. Comment comptez-vous faire votre métier demain ? C'était une question compliquée à répondre, mais en tout cas, on va dire que tout le monde y travaille un petit peu, qu'on soit viticulteur ou collaborateur au niveau du Vinipôle, du Vitilab, au niveau des collaborateurs de chambre d'agriculture, enfin tout le monde s'y met, et des partenaires autres qui sont en lien avec la culture de la vigne et du vin. Après, on aura sûrement le développement de nouveaux outils. Robots, drones, logiciels numériques qui va nous apporter beaucoup de confort et peut-être un appui technique bien plus précis. Alors justement, pour la Chambre d'agriculture, ça fait longtemps qu'elle travaille sur le changement climatique, l'agriculture raisonnée. Et justement, vous allez lancer lundi prochain, ce lundi qui vient, inaugurer le Vitilab. Donc c'est un Fab Lab, donc c'est des mots bizarres, mais qu'on n'a pas forcément l'habitude. C'est des laboratoires de fabrication en français. Le premier en viticulture. En quoi ça va apporter des services aux vignerons, justement en parlant de numérique ou robotique ? Alors le Vitilab, c'est une initiative Chambre d'agriculture qui a été soutenue par le département, la région et le PETR Pays Sud Bourgogne. Et à ce niveau-là, le Vitilab va nous permettre de lancer de nouveaux prototypes, de faire des essais, d'accompagner des startups dans le développement de nouvelles... de nouveaux prototypes, effectivement, comme je le disais, mais ça peut être des exosquelettes, ça peut être des logiciels. Il y a beaucoup de
de choses à découvrir encore, mais c'est un lieu qui va pouvoir justement concentrer toutes ces expériences et permettre le développement de toute l'avancée technologique et notamment le numérique. Le Vitilab, il est vraiment là pour aider la viticulture à la transformation au numérique. On sent en tout cas qu'il y a une vraie vague d'innovation qui va arriver et le métier va, à mon avis, changer, pas radicalement parce qu'il y aura toujours vos savoir-faire, votre tradition et du bon sens paysan, mais c'est vrai qu'il va y avoir des nouvelles pratiques à intégrer au métier et ça sera certainement tout à fait. En passionnant. plus, le Vitilab sera aussi un centre de ressources et un centre de formation en lien direct avec tout le pôle de formation de Davaillé. Voilà. Et effectivement, le Vitilab est géré par le Vinipôle, l'association Vinipôle. Très bien. Merci beaucoup Céline. Merci. Je me tourne vers Frédéric. Alors Frédéric, directeur de la Maison du Charolais et de l'Institut du Charolais, donc c'est un petit peu déjà un Fab Lab avant l'heure, hein. On va dire ça, hein. Vous avez déjà toutes les machines qu'il faut, mais déjà pour transformer la viande, on va dire. Mais qu'est-ce qu'on mange d'abord en premier? Qu'est-ce qu'on mange au restaurant La Maison du Charolais aujourd'hui? Qu'est-ce que vous nous offrez à manger? Alors, je vais faire comme tous les prédécesseurs qui sont passés ici. Je vais dire l'entrecôte, mais pas que. Effectivement, c'est l'incontournable que chacun aime déguster. Là, à la Maison du Charolais, on va proposer justement des dégustations un petit peu différentes et notamment des trilogies de viande, justement aux textures, aux structures, à la jutosité, aux goûts différents, pour rentrer dans l'éducation et expliquer aux consommateurs et à ceux qui viennent déguster nos viandes qu'il existe aussi d'autres morceaux. Et quand on a mangé une entrecôte, il reste encore pas mal de choses à déguster sur une bête. Et c'est tout l'objet d'ailleurs du travail que l'Institut conduit depuis plus de 25 ans. Et ce qui est passionnant aussi, c'est de voir un peu tout le vocabulaire. On commence à travailler autour de la jutosité, de la tendreté, de la maturité, des mots qu'on n'avait pas forcément l'habitude d'entendre au niveau de la viande, mais on est en train de découvrir plein de nouvelles façons de déguster de la bonne viande charolaise. Est-ce que vous pouvez nous présenter quand même ce que vous faites concrètement au niveau de l'Institut ? Alors l'Institut Charolais, comme je l'évoquais tout à l'heure, c'est une structure qui existe depuis un peu plus de 25 ans, qui regroupe l'ensemble de la filière, hein. Ça va de l'éleveur jusqu'au boucher. Donc on croise et on côtoie l'ensemble des opérateurs de la filière viande. Et elle a développé 3 axes de travail. Le premier, c'est la communication, en partenariat bien entendu avec la Maison du Charolais, mais aussi avec mon collègue de la Société d'Agriculture, puisque l'Institut Charolais organise avec la Fédération des bouchers et la Société d'Agriculture le concours des apprentis bouchers. Faut pas trop en dire pour la maman. Alors j'en raconte pas plus, je lui laisserai la primeur. Donc voilà, un premier axe de communication. Le second axe de travail, c'est vraiment toute la partie innovation, valorisation des produits, avec toute une partie mise au point des produits à base de viande. Avec un leitmotiv en fait qui anime l'équipe, c'est de dire comment on crée de la valeur ajoutée sur un produit qui n'en a pas spécialement. Je pense notamment à tous les quartiers de viande qui partent en steak haché. Voilà, c'est comment on peut... On en avait discuté, hein, le steak haché, en fait, en son temps, c'était une innovation. Oui, c'est la seule vraie grande innovation en fait, qu'on a observée depuis les 50-60 dernières années, puisqu'en fait, c'est la seule manière dont structurellement la viande est consommée différemment, qui s'absout finalement de toute problématique de consommation, qui a vraiment fait évoluer à la fois le marché de la viande et à la fois le marché de la consommation, puisqu'aujourd'hui à peu près 60% des consommateurs, 60% de la viande est consommée en steak haché. Mais vous ne faites pas que de l'innovation autour de la viande, hein, je crois que vous travaillez d'autres produits aussi. Non, alors depuis 3 ans maintenant, l'Institut Charolais a fait évoluer son activité d'innovation dans le cadre d'une plateforme technologique en lien avec l'académie et l'enseignement supérieur. Cette plateforme d'innovation en fait, nous permet de s'ouvrir à l'ensemble des produits du terroir, et finalement la problématique qu'on a eue sur la valorisation des viandes, elle se pose également sur d'autres filières. Je pense notamment aux légumes, où un produit, lorsqu'il sort des étals, parce qu'il est plus présentable ou consommable en l'état, il est important d'apporter des solutions aux agriculteurs, aux maraîchers, pour valoriser ce produit différemment. Donc ça peut être des soupes, ça peut être des carpaccio, des produits, des tartinades de légumes, des choses comme ça. Même du ketchup, je crois, un ketchup un peu spécial qui va bien avec une entrecôte, faut que je vienne goûter. Là, c'est à la fois anecdotique et en même temps, ça reflète bien l'esprit dans lequel on est.
C'est à dire finalement quand on a des surplus de tomates, en l'occurrence normalement à cette époque, c'est pas très mûr là. Ouais, on fera ça au mois de septembre, mais en tout cas c'était d'être capable de faire des produits qui soient à la fois connus de tous, voilà, sur des références bien inscrites dans la tête du consommateur, et puis d'apporter une petite touche locale. Donc on a fait en fait un ketchup faible en sucre pour le coup, parce que c'est très riche, apertisé, ce qui nous évite de mettre tout un tas de conservateurs, donc on reste dans l'esprit, et on lui a mis une petite touche, un petit parfum de foin du charolais, voilà, pour donner un petit côté herbacé que ça allait bien ensemble. Voilà. Et ça se marie parfait avec l'entrecôte ou la trilogie de viande, il n'y a pas de souci. Et comment les agriculteurs derrière s'emparent entre guillemets de toutes vos innovations justement pour de la vente directe ou autre? Alors effectivement, je dis souvent que l'innovation ne vaut que si on la vulgarise, c'est-à-dire qu'on la rend accessible à un maximum de bénéficiaires. Depuis 2016, l'Institut a développé une activité de travail à façon et propose en fait aux agriculteurs qui sont déjà dans des logiques de transformation ou qui veulent se lancer, un travail à façon où ils vont choisir dans le catalogue, voilà, on a une quarantaine de produits, de recettes différents, le produit qui correspond ou les produits qui correspondent à ce qu'il va vouloir vendre. Et nous, on va récupérer sa viande, faire une transformation de ces produits et lui fournir un produit prêt à vendre. Et avec tout un accompagnement aussi technico-économique pour être sûr que ça soit bien valorisé derrière. Oui, alors ça dépend effectivement. Aujourd'hui, on a à peu près 110 agriculteurs qui font appel à nos services. Voilà, sur l'ensemble de la région. Certains sont très affûtés et n'ont absolument pas besoin de nous. Au contraire, d'autres qui se lancent dans la démarche vont avoir besoin d'un petit peu plus d'informations, d'accompagnement sur la manière dont il faut construire la gamme, comment ils se positionnent, à quel prix de vente tout ça se commercialise. Donc voilà, quand on peut, bien entendu, on les accompagne jusqu'au bout. Merci beaucoup, beau travail Frédéric et toute votre équipe. Je me tourne vers David Pierre justement, éleveur, président de la société d'agriculture de Charolles. Bon, c'est quoi votre plat préféré? Qu'est-ce que vous avez envie de manger aujourd'hui? Je crois qu'à Charolles... Traditionnel entrecôte. Voilà. Tous les morceaux sont bons si on les prépare bien. Voilà. Alors, une société d'agriculture, pour moi, c'est un petit peu l'ancêtre d'une société innovante, comme les Fab Labs. En quelques mots, c'est quoi l'histoire de la société d'agriculture de Charolles? La société d'agriculture de Charolles, comme dirait un de mes prédécesseurs, c'est une vieille dame dans un corps de jeune fille. Elle a été créée en 1880, je crois. Donc aujourd'hui, elle regroupe près de 300 éleveurs, des éleveurs adhérents. Donc qui cotisent chaque année, ce qui leur permet de participer aux deux grandes manifestations phares que sont le concours de reproducteurs au mois de novembre. Donc les reproducteurs, expliquez-nous en quelques mots ce que c'est. Donc c'est les animaux qui vont permettre à la génétique d'évoluer. Donc c'est un père, une mère, une vache charolaise, un taureau charolais. Donc les éleveurs vont acquérir ces animaux, cette génétique, pour pouvoir faire évoluer leur métier. Et faire avoir un plus beau cheptel. Voilà, exactement. Et donc le deuxième événement le deuxième grand événement phare, c'est le Festival du Bœuf. Et le Festival du Bœuf en lui-même a été une innovation un peu hors du commun au niveau de la race. Il a permis de faire évoluer la commercialisation des animaux surtout. On a été chercher des nouveaux acheteurs. Aujourd'hui, le festival est reconnu comme une emblème de la race, et donc ça a permis de faire évoluer le monde de l'élevage, je pense. Alors justement, malheureusement, le monde a été frappé par la pandémie de Covid. Vos événements ont, comme beaucoup d'autres, été annulés. Ouais. Vous êtes tourné vers des nouvelles solutions pour commercialiser justement vos reproducteurs, enfin les reproducteurs des éleveurs adhérents. Comment ça s'est passé? Ça s'est passé, on nous a coupé un peu l'herbe sous le pied. Nos manifestations étaient prêtes. On a pu rebondir avec le Festival du Bœuf en organisant un festival sans public, que des professionnels, en plein air. Après le concours de reproducteurs, organiser une manifestation sans public, sans visiteurs, c'est compliqué pour le commerce. C'est pas génial. Donc on a essayé de rebondir, on a organisé une exposition vente en plein air. Donc ça a été plus ou moins réussi. Et puis bien sûr, après, on a rebondi avec une présentation d'animaux en ligne.
Oui. et des ventes d'animaux en ligne. C'était la seule des solutions de rattrapage, quoi. Et effectivement, c'est quand même pas la même chose que de voir les animaux en vrai, la conformation. Non, tout à fait. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans le monde de l'élevage, c'est ce que je dis, on peut avoir les meilleures des innovations. Rien ne remplacera la main de l'élevage et la main de l'éleveur. Faire naître un animal aujourd'hui, il n'y a pas de machine qui existe pour faire ça. Et c'est vrai que ça nous a permis quand même de présenter des animaux en ligne. Et je pense que ça va nous servir de leçon. Aujourd'hui, on développe... on va essayer de créer aussi un outil de communication, aller chercher le grand public, aller chercher les professionnels par rapport aux réseaux sociaux et présenter justement des animaux à la commercialisation sur ces réseaux sociaux. Ça permettra certainement de trouver de nouveaux clients. Voilà, exactement. Super. Parce que c'est vrai que la race charolaise est présente partout dans le monde. Bah oui, c'est ça. C'est une quand race même, très présente voilà. partout. Ouais. Charolles a essaimé partout. Ouais. Frédéric en parlait justement du Festival du Bœuf. Vous faites aussi de l'innovation, on va dire, dans le sens noble du terme, avec de l'innovation avec des partenaires, notamment sur la viande d'excellence, avec les bouchers, si je ne me trompe pas. Bah oui, c'est ça. Donc nos partenaires, c'est vrai qu'on travaille avec tous les acteurs de la filière. Hein. C'est les bouchers, c'est les organismes de labels, c'est la mise en avant des signes de qualité, c'est les bouchers. Ça va jusqu'à la restauration. Hein. De toute façon, ça va de l'éleveur jusqu'au plat cuisiné, au plat terminé. C'est la restauration. Donc toutes ces personnes sont nos partenaires. Et c'est vrai que une belle vitrine avec de la bonne viande, ça donne forcément faim. Merci beaucoup David. La date du prochain festival du coup ? Premier dimanche de décembre. On a pris date. Merci beaucoup. Benoît Jany, gérant de Jany MT. Alors là, on va voir vraiment une innovation qui est autant du côté de la production que ça utile pour les clients et pour la planète. C'est franchement une super innovation. Mais avant, qu'est-ce qu'on mange ici ? Alors, chez nous, on mange des fruits et des légumes. Ah, ça accompagne bien. Exactement, ça peut accompagner très, très bien. Et c'est un univers qui est particulier, mais où en Saône-et-Loire, on a aussi des maraîchers et des arboriculteurs, en plus petite quantité, mais ils sont présents. Et alors nous, on travaille avec un grand nombre d'arboriculteurs et de maraîchers, en Saône-et-Loire, mais aussi ailleurs. Et aujourd'hui, donc, on a créé une société en 2009 qui s'appelle Jany MT, qui est sur une petite histoire familiale, et puis après une structuration avec tous les acteurs de Saône-et-Loire et de Bourgogne, qui ont été BPI France, avec un concours à la création d'entreprises innovantes en 2008, qu'on a gagné au niveau régional, et puis un concours à la création d'entreprises innovantes en 2009 qu'on a gagné au niveau national, qui nous a vraiment poussé, aidé, après être incubé aussi dans la région, pour créer la société. Alors expliquez-nous exactement c'est quoi cette innovation au niveau de la conservation de l'emballage des fruits et légumes. Voilà, donc c'est un grand domaine où au final il y a peu d'acteurs qui travaillent dans la partie post-récolte. Une fois que le fruit il est cueilli, il est livré à lui-même, il a une vie qui est limitée et qui est timée. Et aujourd'hui, il faut donner du temps à l'éleveur, du temps au producteur, pour avoir le temps de le commercialiser. Donc aujourd'hui, nous, on utilise le concept de l'atmosphère contrôlée, c'est de réduire les teneurs en oxygène autour d'un fruit ou d'un légume. Donc c'est des bacs ? Alors voilà, le concept, nous, il est fait à partir d'un bac et d'un couvercle et d'une membrane qui est à perméabilité sélective. Alors c'est un grand mot, mais on utilise la respiration d'un fruit qui va consommer l'oxygène dans un environnement fermé, comme un grand Tupperware. Et on a une membrane qui va permettre de contrôler les teneurs en oxygène, où dans l'air on est à 20,9%, on va descendre à 3%, et de façon complètement naturelle. Donc c'est ça aussi ce qui nous pousse aussi à pousser cette technologie sur le marché, c'est qu'on n'utilise aucun produit chimique, aucun gaz artificiel, on utilise vraiment la respiration des fruits et des légumes pour les conserver plus longtemps. Donc comme disait Frédéric, quand les tomates elles sont mûres, effectivement des fois on peut avoir des pertes, là ou alors faire du ketchup, mais là cette fois-ci là, grâce à cette solution on peut garder un petit peu plus longtemps. C'est ça ? Exactement. Donc au niveau de l'agriculture, ça a directement des conséquences chez les producteurs. En ayant plus de temps, on a la facilité de mieux valoriser ses produits en choisissant son segment de marché, ou même d'éviter certaines transformations. Dans le cas simplement en fait de jus ou de congélation, de surgélation. Et là, il y a des valorisations en frais qui sont bien meilleures pour les producteurs. Donc ça, c'est tout un enjeu.
Et là, c'est là où on accompagne l'ensemble des producteurs en France et à l'international. Donc un vrai plus pour votre client qui effectivement fait moins de gâchis, plus de profit. Exactement. Donc le consommateur final aujourd'hui il est très exigeant. Faut imaginer que les producteurs ont un programme en fait de culture et qui n'est pas toujours en corrélation avec la demande des consommateurs. Donc aujourd'hui, on va travailler sur 3 axes. La première partie, comme vous pouvez le voir, il y a une demande de l'origine France, du local. Et aujourd'hui, vous prenez des légumes, rien qu'un chou, il est récolté au mois d'octobre, il est mis en chambre froide, mais à partir de février, on commence à l'éplucher et d'essayer d'aller chercher un cœur pour l'amener jusqu'au mois de juin. C'est très compliqué, donc il y a de l'importation, on a des choux hollandais qui inondent notre marché, alors qu'on a des compétences françaises aujourd'hui, où on est capable d'aider les producteurs à amener un produit local plus longtemps. La deuxième chose, c'est que sur les magasins de producteurs, on travaille de plus en plus sur des magasins de producteurs locaux. Il faut attirer le consommateur dans ces magasins. Et quand on arrive en fin de campagne, au-delà du mois de mars, on a des variétés de pommes où elles sont très restreintes et aujourd'hui, il faut une profondeur de gamme. Oui. Et donc là, manger de la Golden et de la Granny Smith, on a tous mangé à la cantine quand on était petit. Mais aujourd'hui, il y a bien d'autres variétés sur lesquelles il faut aller. Et puis pour aussi compléter entre guillemets on va dire une innovation ou une expertise qu'on a en Saône-et-Loire aujourd'hui, c'est dans le marché de la floriculture, donc l'horticulture où on fait aussi de la conservation de fleurs coupées pour agrémenter tous les mariages qu'il y a en fait tout au long de l'été. Avec des pivoines qui sont cultivées au mois de mai et juin et qui sont compliquées d'apporter sur la fin de campagne. Donc si je résume, c'est bon pour les agriculteurs, c'est bon pour les clients, c'est bon pour la planète, il y a moins de gâchis, c'est parfait. Exactement, ouais. Beaucoup moins, là on voit, vous pouvez prendre des exemples, même dans la plaine de l'Ain qui n'est pas très loin, vous avez des producteurs de poireaux, au mois de mars il y a la montée à graines, donc on est dans une stratégie dans l'exploitation, soit on est obligé de broyer, soit on est obligé de faire une remise sur le produit, soit on est obligé de conserver et puis d'avoir des pertes en conservation. Là, c'est tout l'intérêt d'éviter le gâchis sur l'ensemble des exploitations maraîchères et arboricoles. C'est tout bénef. Merci beaucoup, merci à vous 4. Merci d'être venus. Tout de suite, un petit jingle et on passe à nos partenaires de Groupama. Sur le plateau en direct de Charolles. Alors là, on n'est que 2 sur le plateau, donc merci Alan. Désolé pour la prononciation, je suis désolé. Useglio Vireta. Alors j'ai certaines, c'est vrai. Bon, ma belle famille italienne m'en voudra, mais c'est pas grave. Vous êtes futur président de la société Startup ou société Exo Expert. On va regarder tout de suite votre vidéo pour bien comprendre ce qu'il en est. Depuis longtemps, j'ai une conviction. Celle que nous sommes des explorateurs, des entrepreneurs au milieu du monde. Avant d'être expert, je suis agriculteur. Et mon expérience m'a appris à voir les choses différemment. À comprendre et à sentir que l'innovation et l'agriculture ne font qu'un.
j'ai compris que la modulation d'azote n'était pas accessible à tout le monde, que l'accès à des cartographies de pointe n'est pas adapté pour le plus grand nombre. On a besoin d'outils rapides, efficaces et bien plus précis. J'ai choisi de me mettre au service d'une agriculture sociétale pour construire le futur avec les agriculteurs sur le terrain. De faire voler nos drones pour cartographier leurs parcelles avec précision et être plus en phase avec les besoins de chacune des exploitations. Nous calculons la biomasse et les besoins d'azote directement sur le terrain. On le fait en quelques minutes, sans connexion Internet, et on vous la livre pour que vous puissiez agir tout de suite. Et c'est ça qui a du sens. Ma véritable ambition, c'est que vous puissiez tous profiter de cette innovation, que vous puissiez aller plus loin sans compromettre vos ambitions écologiques, sans sacrifier les capacités de vos cultures. Choisir de mettre la technologie au service de vos besoins sans attendre. Superbe vidéo, franchement j'adore. Alan, qu'est-ce qu'on mange d'abord? Je pense que voilà, en venant ici avec ces magnifiques paysages bocagers, je pense qu'on peut faire honneur à Charolles. Et donc ce soir, justement, donc on va prendre une bonne entrecôte et on va bien valoriser le territoire. Super. En quoi? Alors moi j'ai adoré la vidéo, j'ai compris certaines choses, mais par contre j'aurais quand même besoin de comprendre tout. En quoi votre solution elle est vraiment innovante pour les agriculteurs et pour la planète? Bien sûr. Donc comme toute innovation, il faut revenir effectivement au problème, puisque toute innovation tire sa raison d'être d'un problème. Et dans nos méthodes d'innovation, qui sont vraiment les guides pour vraiment développer nos solutions, il y a une première phase, c'est vraiment l'empathie et l'immersion. C'est-à-dire on va dans le milieu dans lequel on veut créer des innovations, et donc là c'est bien sûr dans le monde agricole auprès de nos agriculteurs. Et bon, ça a déjà été dit sur le plateau, mais c'est vrai qu'il y a de plus en plus de sinistres, que ce soit lié au climat, que ce soit lié aux sinistres dus au dégâts de gibier, et donc il y avait vraiment un environnement qui était difficile pour les agriculteurs, et surtout pour une bonne partie qui se sentaient lésés lors des indemnisations ou des choses comme ça. Et donc on a vraiment voulu répondre à ça avec des outils qui permettaient de pacifier cette relation, et donc on est arrivé avec ExoExpert. Ça c'est la partie plutôt assurance, effectivement. C'est ça, effectivement. Et donc le but c'était de dire, bah voilà, on fait voler un drone et en quelques minutes, sans connexion internet, sur la parcelle, l'expert est capable de détourer exactement les surfaces qui sont endommagées par le gibier ou par des grêles ou autres. Et donc derrière, bah, ça permet vraiment d'indemniser l'agriculteur justement et de manière justifiée, avec des cartes et des rapports à la pluie. Donc là, on a plutôt l'assurance Groupama qui faisait appel à vos services, effectivement, par rapport à des cas plutôt de sinistres avec les experts fonciers et les agriculteurs. C'est ça, exactement. Mais alors, par rapport à la modulation d'azote et par rapport à justement à ce que vous venez de développer et que vous allez maintenant commercialiser un petit peu plus par rapport à justement cette modulation d'azote pour les plantes. Expliquez-nous un petit peu en quoi ça consiste. Alors en fait, donc la modulation de fertilisation, c'est l'idée de dire bah, il faut apporter la bonne dose d'azote, donc qui est un élément essentiel pour le développement végétatif et la mise en place du rendement, et également la mettre au bon endroit. Donc ça lié bien sûr bah, voilà, à l'hétérogénéité intraparcellaire qu'on retrouve, etc. Et en fait on s'est rendu compte sur le terrain que les agriculteurs, il n'y avait pas forcément beaucoup d'agriculteurs qui étaient équipés pour ces services-là, et beaucoup d'autres voulaient les utiliser. Il y avait aussi un problème de réactivité, on est de plus en plus bien sûr dépendant de la météo, une météo qui est difficile puisqu'il faut se caler sur les bonnes dates pour faire fertilisation. Et donc on a développé ce service qu'on a vu dans la vidéo, donc un service qui permet vraiment déjà à tout agriculteur de pouvoir l'utiliser, puisque qu'il soit équipé d'épandeurs très performants, on peut lui fournir les bons formats, mais également les agriculteurs qui n'ont pas ce matériel-là. Donc l'épandeur, c'est ce qui permet de distribuer les engrais au niveau de la parcelle. Et donc on a pensé du coup à développer cette application qui permet de mettre les cartes directement sur téléphone et permettre à n'importe quel agriculteur d'aller moduler sur sa parcelle, avec toujours plus de réactivité et plus d'adaptabilité, parce qu'on met vraiment l'agriculteur au centre du raisonnement.
Alors moi j'ai un drone, j'ai un smartphone, je peux me dire exo-expert ou il y a quand même des technologies un petit peu plus poussées? Effectivement, il y a quand même des technologies un peu plus poussées qui ont nécessité donc, plusieurs années de développement, bien sûr. Mais on a vraiment tout un environnement qui permet de prendre en main, bien sûr, le service et qui permet surtout à l'agriculteur de s'y retrouver. D'une part parce qu'il est au centre du raisonnement, mais également parce qu'on lui donne tous les outils pour raisonner vraiment la fertilisation intelligemment dans le temps, vis-à-vis des conditions au jour de la fertilisation, vis-à-vis de la forme de son fertilisant, de son type de parcelle et de l'hétérogénéité qui s'y trouve. On voit justement en général des technologies avec d'autres services, effectivement, des GPS RTK qui permettent de faire de la modulation au niveau des grandes cultures. Là, c'est quelque chose en fait de plus accessible pour les agriculteurs avec pas d'internet. C'est ça, pas d'internet, en quelques minutes sur la parcelle, donc on est vraiment dans cette réactivité. Et cette année, de ce qui a été utilisé, c'est vraiment ce qui a été aimé, c'est d'une part le fait que avec n'importe quel matériel, on peut les moduler, et d'autre part, de vraiment choisir la date optimale. C'est-à-dire on va vraiment voler le jour où l'agriculteur veut les fertiliser. Et donc derrière, forcément, la production des cartes est très pertinente vis-à-vis de la réalité de la parcelle. Moi, ce que j'adore, c'est que c'est une agriculture de précision, mais finalement, l'agriculteur, il peut aussi décider de moduler en fonction de sa carte manuellement dans son tracteur, s'il le sent aussi visuellement. C'est ça, c'est exactement ça. Et vis-à-vis aussi des objectifs, on peut avoir des objectifs qui sont différents, que ce soit de rentrer bien sûr dans ses coûts, mais ça peut être également de valoriser certaines zones à plus fort potentiel. Et nous, ce qu'on lui assure, c'est aussi d'être toujours dans le cadre réglementaire qui n'est pas facile toujours à concilier, et donc on permet aussi avec ce service de prendre ça en compte. Merci beaucoup Alan, c'est franchement passionnant et je pense qu'il y aura encore plein de développement dans la belle start-up que vous montrez avec vos 3 associés. C'est sûr. On aura certainement l'occasion de se revoir. J'en profite pour vous dire que vous pouvez vous abonner sur la chaîne YouTube et ensuite retrouver d'autres vidéos d'autres partenaires comme avec Groupama, Wheezy Farm, l'ANEFA, Useful, enfin voilà. Il y a plein de vidéos qui vont vous être proposées dans les semaines à venir et je vous propose du coup d'enchaîner avec le prochain plateau. De retour sur le plateau d'Agriculture et vous pour notre deuxième plateau autour de la formation agricole, viticole et autour de l'installation. Alors autour de moi, je vais vous présenter mes 4 nouveaux invités. Donc on a Maxence Diry, Agathe Chevalier, Geoffrey Baudot et Christian Bonneau. Je vais commencer par le plus jeune d'entre nous, Maxence Diry, élu du Charolais-Brionnais au conseil départemental des jeunes de Saône-et-Loire. Donc un jeune qui est impliqué déjà. Bonjour Maxence, c'est quoi ton plat préféré ? Je vais pas être très original, moi aussi je vais rester sur l'entrecôte. Tout le monde demande une entrecôte, ça sera facile pour le serveur aujourd'hui. Alors pourquoi tu t'es engagé au niveau du conseil départemental des jeunes de Saône-et-Loire et puis qu'est-ce que vous y faites en fait ? Alors je me suis engagé tout d'abord pour sortir un petit peu du collège et découvrir la vie au niveau du département, comment les élus de notre département agissent, parce qu'à travers le conseil départemental des jeunes on a pu le découvrir. Et dans le conseil départemental des jeunes, on a donc un mandat de 2 ans. On est 6 bassins, donc 38 établissements et 76 jeunes. Et on réalise sur notre mandat un projet qui aboutit. Donc par exemple, nous pour le Charolais-Brionnais, c'est un jeu de société qui est distribué dans tous les établissements. Vous avez eu un petit aléa, c'était le Covid. Oui, voilà, on a dû, grâce à notre animatrice, Madame d'Auvergne, on a pu s'adapter. Justement parce que nous on devait faire un jeu grandeur nature qui au final a été réduit, ce jeu qui porte sur l'environnement, mais le conseil départemental des jeunes c'est une différente thématique. On a par exemple le bassin
Creusot-Monceau qui a fait une BD et un film sur l'abandon des animaux, l'Autunois qui lui a fait un film sur le cyberharcèlement, la Bresse bourguignonne un film sur les méfaits du tabac et une randonnée virtuelle. On a une multitude d'autres projets sur les autres bassins, sur la santé, l'environnement et le sport. Je sens que les élus du conseil départemental ont du souci à se faire. Vous allez bientôt leur prendre leur place. Il va falloir qu'ils se méfient. Alors on t'a invité un petit peu pour que tu nous donnes un peu ton ressenti, ta vision. Qu'est-ce que tu penses de l'agriculture de Saône-et-Loire ? Alors je suis satisfait de l'agriculture de Saône-et-Loire parce qu'on a une agriculture qui est locale. Et ça nous permet d'éviter cette agriculture de masse qu'on peut avoir dans certains coins de France. Et on est proche de nos agriculteurs. On peut aller chez le boucher qui, lui, travaille avec les agriculteurs locaux. Et c'est ce qui me plaît dans cette agriculture. Et par rapport du coup à l'alimentation, je ne parle pas uniquement des cantines, hein, je parle vraiment de l'alimentation en général. Comment tu trouves l'alimentation de Saône-et-Loire ? On a une alimentation là de qualité, justement. Et c'est ce qui me plaît vraiment. Maintenant, avec ton regard de jeune qui a justement tout le futur devant soi, quelle agriculture tu rêverais d'avoir demain en Saône-et-Loire ? L'agriculture que je rêverais d'avoir, elle a déjà commencé aujourd'hui. C'est justement une agriculture responsable de l'environnement, responsable des bêtes et qui est proche du consommateur. Merci Maxence. À quel métier tu te destines ? J'aimerais bien être dans les pompiers. Ah, super, au service des autres. Je pensais que tu allais être président du conseil départemental, mais c'est super aussi, les pompiers, et c'est encore plus utile. Je me tourne vers Agathe Chevalier. Bonjour Agathe, directrice donc du pôle au vin de Charolles. Merci d'être parmi nous, je sais qu'il y avait beaucoup de travail sur l'exploitation. Un premier plat préféré, on est encore sur de l'entrecôte ou Non, avec ce temps-là, on peut choisir les escargots ou une bonne côtelette d'agneau. Ah, ça change, ça me va aussi. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un pôle au vin ? Donc le pôle régional au vin de Charolles, c'est une ferme de lycée agricole. Donc on a 700 brebis, on fonctionne comme une entité privée. En fait, on doit produire des agneaux, en l'occurrence, pour pouvoir payer les salariés qui travaillent. Donc nous, on a 2 équivalents temps plein qui travaillent à la ferme et en même temps, on a des missions de formation, notamment pédagogiques. Donc on accueille à peu près 70 stagiaires par an. On accueille aussi de la formation continue pour adultes, des formations professionnelles. Et puis on fait aussi de l'expérimentation et de l'animation et du développement du territoire. Le nom de la formation au niveau, c'est le CSO20 ? Le CSO20 qui a lieu au CFPPA de Charolles, ouais, mais il y a aussi la formation BPREA qui donne droit à s'installer pour les adultes. Un bac pro pour les jeunes en formation initiale suffit. Et puis voilà, après on a des BTS qui viennent, des élèves de bac STAV, et puis en fait n'importe quel jeune qui a envie de découvrir l'élevage au vin, on accueille des stagiaires avec grand plaisir. Donc les jeunes, si je comprends bien, les jeunes qui viennent chez vous, ils viennent, ils essaient, ils travaillent en vrai. Ils font quoi ? Ils vont sur le tracteur, ils vont jusqu'à la commercialisation ? En général, ils arrivent... la majeure partie d'entre eux passent une semaine complète, du lundi au vendredi, dorment sur place. Donc quand ils arrivent le lundi, on pèse les agneaux, on trie les agneaux pour l'abattoir. Donc c'est le premier... Ils commencent par la fin en fait, donc on emmène les agneaux et puis après ils font tout comme nous quoi. Si on fait du foin, ils font du foin. Si on fait de l'agnelage, ils font de l'agnelage. Ils bouclent des agneaux. Quand il faut passer le balai, on passe le balai. Enfin voilà, c'est vraiment tout ce qu'on fait nous la semaine, ils font la même chose et puis on essaye de passer du temps à leur expliquer aussi pourquoi on fait telle ou telle chose et puis leur montrer la technicité qu'il faut avoir pour avoir un élevage au vin de 700 brebis, c'est quand même pas rien. C'est sûr. Et puis après, vous profitez aussi des moments, des fois de transport ou autre, pour voir un petit peu la motivation, la convivialité. Oui, c'est ça. Nous, on essaie toujours d'avoir une bonne ambiance dans l'exploitation. Alors voilà, après, il y en a qui sont plus ou moins bavards, mais on essaie d'utiliser ces temps où on fait le tour des prés, où on doit un petit peu de transport en 4x4 notamment pour répondre à leurs questions et puis essayer de voir un petit peu ce qui les motive, ce qui les oriente vers l'élevage au vin ou bovin ou autre chose, quoi. C'est un temps d'échange privilégié. Oui. Des bons conseils du coup. Au niveau du pôle aussi, c'est une belle formation, une belle vitrine, mais il y a aussi plein d'actions de promotion des métiers. Vous pouvez nous en parler ?
Oui, alors on a une journée porte ouverte qui est organisée en lien avec l'établissement de Fontaine, enfin c'est le même établissement. On organise aussi les Olympiades des jeunes bergers, donc ça c'est un concours qui a lieu le 3e jeudi de janvier, qui regroupe tous les établissements volontaires de la région ex-région Bourgogne. Donc il y a entre 60 et 100 jeunes qui passent toute la journée avec des jurys professionnels qui viennent les évaluer sur des épreuves classique d'élevage ovin, quoi, ou choix d'un reproducteur, reconnaissance de race, un quiz aussi théorique sur la connaissance de l'élevage ovin, la manipulation, comment parer des onglons, et j'en oublie une, l'épreuve sanitaire aussi, voilà. Comment donner un médicament de la bonne manière. Voilà. Donc tous ceux qui se destinent à faire ce métier peuvent venir voir ces épreuves et ensuite participer même s'ils ont l'esprit de concours. Merci beaucoup Agathe. Avec plaisir. On devait accueillir Anthony Marmet, un jeune éleveur de volailles de Brest, mais malheureusement avec les inondations qu'il y a dans le département, il doit sauver ses volailles et donc il nous a malheureusement dit qu'il ne pouvait pas nous rejoindre sur le plateau, donc je vais me tourner directement vers Christian Bonneau. Vous êtes directeur adjoint du lycée de Fontaine, mais plus largement c'est l'EPL Fontaine Sud Bourgogne. C'est bien ça. Qu'est-ce que ça regroupe en fait derrière ce nom ? Bonjour. Alors, l'EPL Fontaine Sud Bourgogne, c'est un ensemble de plusieurs établissements. On y retrouve 2 lycées agricoles, donc le lycée agricole de Fontaine, le lycée agricole de Charolles, le LPA. On y retrouve le CFA 71 avec ses différentes antennes à Guignon, à Saint-Marcel, à Tournu et à Fontaine. On y retrouve le CFPPA qui fait de la formation pour adultes, dont le siège est à Charolles. On y retrouve enfin les 2 exploitations agricoles, donc l'exploitation, le pôle ovin dont Agathe nous a brillamment parlé, et puis l'exploitation du lycée de Fontaine. Très bien. Alors, ma première question, est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont motivés encore par le métier d'agriculteur ? Oui, alors ça c'est vraiment une force de ce département. Si on s'en tenait à regarder un petit peu les statistiques et puis les courbes démographiques, on se dirait que les métiers d'agriculture n'attirent pas beaucoup. On pourrait penser que la population agricole est en baisse et malgré tout, on a dans ce département la chance d'avoir beaucoup de jeunes qui s'intéressent encore à ces formations et s'intéressent encore à ces métiers. Et puis la chance d'avoir des jeunes particulièrement passionnés, parce que quand on regarde un petit peu posément la situation, c'est pas toujours une situation très très reluisante. On évoque les aléas climatiques, on évoque tout ça. Ça pourrait être bien décourageant pour beaucoup de jeunes. D'ailleurs, il y a certains parents qui disent à leurs enfants mais fais pas ça quoi. Et malgré tout, on a affaire à des jeunes particulièrement motivés et qui j'allais dire quoi qu'il en coûte, se destinent à ces métiers-là parce qu'ils sont animés d'une vraie passion. Et donc on a dans ce département cette richesse-là d'avoir une jeunesse qui veut porter ce métier, qui veut porter ce territoire. Ah, ça met du baume au cœur et puis on voit de toute façon qu'il y a plein de jeunes autour de la table, donc on voit qu'il y a encore un futur pour l'agriculture et surtout en Saône-et-Loire. Mais par contre, quand même, les formations, il y a des aspirations nouvelles au niveau agricole. Comment vous accompagnez justement tout ce qui peut être nouvelle aspiration sociétale ou environnementale ? Ouais. Alors, de vrais défis qui attendent l'agriculture en général et plus particulièrement l'enseignement agricole. Le premier défi, on l'a beaucoup évoqué autour de ces tables rondes, c'est le renouvellement des générations et donc donner envie de venir vers ces métiers, ça c'est le premier défi. Le défi de nourrir la planète, le défi, comme vous l'avez souligné, de répondre aux attentes sociétales. Voilà, ça passe par alors enseigner à produire autrement, c'est tout un programme sur lequel l'enseignement agricole est mobilisé. Enseigner à produire autrement, c'est prendre en compte les mesures agro-environnementales, c'est prendre en compte toutes les démarches qualité, c'est prendre en compte les attentes sociétales. Mon voisin Maxence l'a exprimé, c'est voilà, des produits de qualité, de la traçabilité, de la transformation, de la vente directe. Et d'ailleurs, on est assez réactif sur ces questions-là parce que dès la rentrée prochaine, on va par exemple ouvrir un CS, un certificat de spécialisation, transformation et commercialisation des produits fermiers.
Donc en clair, toute la profession, de la formation jusqu'au métier, tout s'adapte pour accueillir au mieux et répondre au mieux aux nouveaux besoins des futurs agriculteurs. Oui, je pense qu'on a une population agricole qui est mobilisée, j'allais dire de la source, dès l'enseignement jusqu'aux professionnels, j'allais dire aux professionnels qui songent à remettre leur exploitation à un jeune futur repreneur. Tout le monde est mobilisé pour donner une agriculture, une agriculture saine et qui fasse envie. Merci beaucoup. Petite question, qu'est-ce qu'on mange chez vous? Alors, parce qu'il y a beaucoup de production quand même. Il y a une grande diversité de production. J'ai vu qu'il n'y avait pas une grande diversité de réponses. Et moi, je vais pas aller beaucoup dans l'originalité. Simplement une entrecôte, peut-être façon Frédéric Doucet ou Daniel Doucet, parce qu'elle met tous les sens en éveil. Parce que la particularité de cette entrecôte-là, c'est qu'on l'entend arriver et donc il y a les sens auditifs qui sont mobilisés. Pour ceux qui connaissent pas, effectivement, on leur donne rendez-vous à la bonne adresse à Charolles. Ou aussi aller au magasin de producteurs aussi que vous avez au lycée de Fontaine. Merci, oui. C'est déjà un petit peu la fin de notre deuxième rendez-vous là autour de la formation, donc un petit peu écourté parce qu'on a un invité de moins, mais j'ai la chance de finir avec Geoffrey Baudot qui nous a rejoint pour le mot de la conclusion. Donc éleveur de Charolais. Oui, c'est ça. Responsable du service entreprise à la Chambre d'agriculture, donc c'est vraiment conseil et pour tout ce qui est installation et transmission. Voilà, c'est ça, le service entreprise de la Chambre d'agriculture, c'est le service qui est au quotidien auprès des agriculteurs, autant dans le conseil technique, mais aussi dans le conseil administratif pour la réalisation de démarches, on va dire, réglementaires, mais aussi dans l'émergence de projets. Le service entreprise répond à toutes ces attentes. Et aussi une part importante de ce service qui est la transmission-installation, qui fait partie du thème qu'on a évoqué ce matin, mais donc le service entreprise répond à tout ça. Bon, moi j'ai trouvé plein de clients pour manger des entrecôtes, donc il y a un avenir en élevage charolais, on est tranquille, mais qu'est-ce que vous avez envie de manger? Eh ben, je vais changer de mes collègues, mais partir plutôt sur une bavette. Ah, c'est aussi un bon morceau. Voilà. Alors bon, au-delà de ça, qu'est-ce que ça vous a inspiré, tous ces beaux témoignages de la formation à l'innovation? Alors ça me rassure beaucoup. Alors je n'étais pas inquiet, voilà, je suis jeune, je suis installé depuis de très faibles années. L'innovation et toute cette motivation de la jeunesse qui était démontrée aujourd'hui laisse un grand avenir pour la Saône-et-Loire et son agriculture. On se rend compte que on a un territoire qui est chargé d'histoire, et par ses productions. Alors ici on est à Charolles au cœur du Charolais, donc on a une forte entité, mais demain elle sera encore plus exposée aux autres, au territoire national, parce que la jeunesse qui va arriver saura embellir, garder ce patrimoine, le savoir-faire et le montrer au plus grand monde, quoi. Alors Marine Secler, qui était présidente des GIA au début, a parlé quand même qu'il y avait une grosse vague de départ à la retraite, puisque c'est un peu la génération du papy boom, baby boom qui s'en va. Il y a plein de jeunes aussi qui vont s'installer, mais est-ce que ça sera suffisant? Est-ce que vous pensez que le public et les pouvoirs publics sont conscients effectivement de ce défi par rapport à la souveraineté alimentaire de notre pays? Alors aujourd'hui, c'est vrai que la vague de départ à la retraite du papy boom, on peut voir ça de deux manières, soit comme c'est une difficulté à affronter, mais aussi comme une opportunité, c'est-à-dire qu'on va être en capacité de faire renaître un territoire qui aujourd'hui peut être en souffrance, peut être manque de reconnaissance. Donc demain, toutes ces exploitations à reprendre vont servir aussi d'opportunités pour créer de nouvelles richesses, d'accueillir de nouveaux profils, comme ça a été évoqué en début d'émission, d'accueillir de nouveaux profils pour que demain l'agriculture soit façonnée à l'image des agriculteurs, et voilà quoi, qu'on continue à cultiver ces territoires magnifiques. Pour travailler un peu avec les agriculteurs, les éleveurs, les viticulteurs, je trouve que vous êtes un monde passionné, mais vous êtes quand même en première ligne du changement climatique, il faut tout le temps le rappeler. Vous avez besoin d'innover, justement, mais vous avez besoin de vivre aussi, vous avez besoin d'un panel de technologies. Comment vous voyez l'agriculture demain qui peut justement être faite de tradition et d'innovation ? Alors c'est un parfait mariage entre les deux, c'est-à-dire que la technologie et l'innovation va nous permettre, alors
de mon humble avis, va nous permettre de nous faciliter certaines tâches, de tout ce qui est traçabilité, d'avoir de la fluidité et de réagir en temps réel, comme ce qui a pu être démontré juste avant avec cette jeune start-up qui développe le conseiller en fertilisation et l'analyse des parcelles. Là, la technologie, elle va vraiment avoir un effet positif sur le métier d'agriculteur, dans le conseil, mais aussi demain, ça va être dans la communication, dans la vente de produits, transformés, comme ça a pu être évoqué avec l'Institut du Charolais. De plus en plus d'agriculteurs se lancent dans leur propre commercialisation, et donc toute cette technologie, aujourd'hui, même en campagne, on arrive à avoir des réseaux de communication très efficaces, et ça, ça va être une vraie chance pour le milieu agricole, mais le milieu rural en règle générale. C'est-à-dire que dans nos territoires, on va dire ruraux, avec des beaux paysages, une joie de vivre, une facilité de vivre assez différente des grandes zones urbaines, et ben voilà, la communication va nous permettre d'avoir pas que l'agriculture en zone rurale, mais aussi d'autres secteurs économiques qui vont pouvoir venir s'implanter parce qu'on est connecté. Voilà. Une ruralité vivante et une agriculture vivante. Parfait. Une modernité sainte, comme dit aussi le président de la Chambre d'agriculture de Saône-et-Loire. Et c'est déjà un petit peu la fin de notre deuxième émission Agriculture et vous. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Alors on vous donne rendez-vous après les vendanges. En fait, on ne connaît pas encore la date, mais ça sera à l'Uni. Et pour le moment, on se tourne vers mi-septembre, fin septembre, puisque les vendanges devraient avoir lieu à cette période. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Agriculture et vous et de partager ces bons moments, et bon appétit à tous.